J'ai signé un contrat pour m'occuper d'un homme que je n'avais jamais rencontré, dans une maison bâtie comme une forteresse, pour un salaire qui me faisait trembler les mains. Et il m'a fallu 5 nuits pour comprendre que les gens qui m'avaient engagé pariaient sur le temps que je mettrais à abandonner. 16 jours avant mon mariage, mon fiancé m'a rendu la bague par-dessus une table de café et m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un avec un meilleur nom de famille. 3 semaines plus tard, je me tenais devant une demeure de verre et d'acier sur Cedar Lake, un dossier à la main portant le nom d'un fondateur tech paralysé que personne ne supportait de servir, et je n'avais aucune idée que le vrai danger dans cette maison, ce n'était pas lui. C'étaient les gens qui tournaient autour de lui, et d'une certaine façon, sans le savoir, j'étais déjà devenue une pièce de leur plan. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever mon manteau quand il l'a dit. Le café de Ninth Street était bondé ce matin-là. La vapeur montait des cappuccinos, une chanson que j'aimais autrefois passait trop doucement dans les haut-parleurs du plafond. Jason était déjà assis, les mains autour d'une tasse qu'il n'avait pas touchée, et dès que je me suis assise, il a dit « Il faut qu'on parle », d'une voix si plate qu'elle semblait répéter. Mes paumes sont devenues moites avant même qu'il ajoute un mot. Il a glissé la main dans son manteau et posé une petite boîte en velours sur la table. Et j'ai compris avec un haut le cœur qu'il ne me la donnait pas. Il la reprenait. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie », a-t-il dit. 7 mots, et le mariage dans 16 jours. Il m'a expliqué que lui et Megan Langley étaient alignés d'une façon qu'il n'avait jamais connue avant. Megan Langley, fille d'un capital risqueur qui possédait la moitié du couloir tech. « Tu me quittes pour elle », ai-je dit. Et il n'a même pas nié. Il m'a seulement répondu que je méritais quelqu'un de plus simple, comme si c'était une gentillesse. Puis il m'a demandé de lui rendre la bague. « Un bijou de famille », a-t-il dit. Je l'ai retiré avec des mains qui refusaient d'arrêter de trembler. J'ai dit merci pour ton honnêteté. Et je suis sortie devant tous les visages curieux de ce café avant que les larmes finissent par venir au coin d'Elm Street. Les recherches de 1994 de la psychologue Jennifer Freyd ont donné un nom exact à cette sensation, le traumatisme de trahison. Quand je suis rentrée à l'appartement, mes sacs étaient déjà prêts près de la porte, triés comme si on me renvoyait à l'expéditeur. Jason ne l'avait pas fait. Ça ne pouvait être que sa mère. Il me restait moins de $100, alors j'ai fait la seule chose que je n'avais pas faite depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma mère d'accueil. Et ce que je ne savais pas encore, assise par terre avec toute ma vie dans 3 valises, c'est que cet appel allait me conduire tout droit dans une maison pleine de secrets que je n'avais jamais vu venir. Margaret Reyes a répondu à la 3e sonnerie, la voix chaude et stable comme elle l'avait toujours été depuis mes 13 ans, quand on m'avait placée chez elle. Je n'arrivais même pas à parler. Je me suis juste étranglée dans un sanglot, et ça a suffi. 1 heure plus tard, j'étais recroquevillée sur son vieux canapé à carreaux, un thé à la menthe refroidissant entre mes mains, pendant qu'elle me caressait les cheveux comme elle le faisait après chaque mauvais placement avant le sien. Elle n'a pas posé une seule question. Elle a simplement étendu une couverture tricotée sur mes jambes et dit « Reste aussi longtemps qu'il te faudra. J'ai de la place, et tu n'as rien à prouver. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée sur son canapé-lit, à fixer le plafond, à repasser le calme dans la voix de Jason, la façon dont il n'avait même pas hésité, en me demandant si j'avais vraiment été aimée ou si je n'avais été qu'une place gardée jusqu'à ce qu'une Langley arrive. Au lever du soleil, la douleur s'était changée en quelque chose de plus lourd. La honte. 28 ans, le cœur brisé, et de retour dans la seule maison qui m'avait jamais semblé sûre, ce qui rendait tout encore pire. Je suis retournée à l'hôpital à midi comme si rien ne s'était passé. J'ai souri quand mes collègues m'ont demandé des nouvelles du mariage. J'ai dit que le mariage était reporté, que Jason avait un voyage d'affaires, que j'allais bien. J'en ai trop dit. 3 jours comme ça ont presque eu raison de moi, avant que Rachel, notre infirmière-chef au franc-parler brutal, s'appuie dans l'encadrement de la chambre 8 et me demande si je cherchais toujours une échappatoire miraculeuse à cet endroit. « Il y a un poste », a-t-elle dit. « Auxiliaire de vie à domicile, propriété privée, salaire triple, un seul patient, pas de nuit partagée avec quelqu'un d'autre. » La dernière infirmière qui l'a pris a démissionné en moins de 2 semaines. Un riche fondateur tech paralysé là-haut sur Cedar Lake, a-t-elle dit. Un cauchemar d'homme, apparemment. Ça a l'air génial, ai-je dit, et je le pensais, parce que pour la première fois depuis des jours, fuir était la seule chose que je voulais. Elle m'a tendu une carte avec un nom en écriture cursive nette, Diane Holt, intendante du domaine, et un numéro que je n'ai appelé qu'à minuit, debout dans l'allée froide derrière chez Margaret, le téléphone tremblant dans ma main. Diane Holt a décroché à la 2e sonnerie et m'a demandé si je pouvais être là pour un entretien à 9 h le lendemain matin. Avec mes diplômes, ne soyez pas en retard, puis la ligne a coupé avant que je puisse ajouter quoi que ce soit.
À 4:30, j'étais dans le premier vol, puis dans une navette qui montait dans les collines jusqu'à ce que le vrai monde disparaisse derrière moi. Et ensuite, j'ai vu la maison. Elle ressemblait moins à un foyer qu'à une forteresse taillée dans le verre et la pierre au bord de Cedar Lake, avec un long portail noir qui s'ouvrait comme s'il connaissait déjà mon nom. Diane m'a accueillie à la porte, la soixantaine, fine comme un fil, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il avait l'air douloureux, un tailleur sans le moindre pli. Tu es en avance a-t-elle dit, comme si c'était un reproche plutôt qu'un point en ma faveur. L'entretien a duré 4 questions et pas un sourire. Disponibilité permanente, m'a-t-elle dit. 2 jours de repos par mois, pas de visiteurs. La discrétion n'est pas négociable. Ton patient est un homme compliqué. Puis elle a annoncé un salaire qui m'a fait agripper les accoudoirs du fauteuil pour ne pas éclater de rire. 3 fois ce que je gagnais à l'hôpital, logement et repas compris, avec une prime de performance liée à son rétablissement. Je n'avais rien, sauf un sac de voyage et un cœur fêlé, et j'ai dit oui avant même de me permettre d'y réfléchir. Le triangle dramatique de 1968 du psychologue Stephen Karpman a un nom pour le rôle que j'acceptais sans le savoir. La sauveuse. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Ton patient est Mr. Ryan Hale, a-t-elle dit. Ce nom ne signifiait encore rien pour moi. Il signifierait tout avant la fin de la semaine. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte avec ce dossier serré contre ma poitrine, et Diane m'a demandé, sans me regarder, si j'étais sûre de vouloir ça. Je lui ai dit que j'avais déjà signé. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, a-t-elle répondu. J'ai quand même dit oui, et elle a frappé 2 fois, puis ouvert la porte sans attendre de réponse, et la pièce de l'autre côté ressemblait moins à une chambre qu'à une salle du trône construite pour un fantôme qui refusait de mourir. Il était près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant noir et élégant, de dos, et quand il a pivoté vers moi, mon souffle s'est bloqué pour des raisons auxquelles je ne m'attendais pas. Je m'étais préparée à voir quelqu'un de fragile. Ryan Hale avait la mi-trentaine, grand même assis, les cheveux sombres, une mâchoire comme tracée à la règle, et des yeux qui me regardaient comme si j'étais déjà une déception. Ils m'en ont envoyé une autre, a-t-il dit, d'une voix basse et mordante. Le pari, c'est quoi cette fois, Diane? Une semaine? 10 jours? Diane n'a pas répondu. Elle nous a dit de faire connaissance et est partie, refermant la porte comme si elle scellait un coffre-fort. Je ne suis pas là pour parier, lui ai-je dit, juste pour faire mon travail. Il a roulé plus près, m'étudiant comme une œuvre d'art qui lui déplaisait, et m'a demandé quel travail c'était. Médicaments, thérapie, constante, rééducation, ai-je répondu. Il a ricané et dit que j'avais oublié la partie où je hoche la tête avec compassion pendant qu'il échoue à remarcher. Je ne suis pas là pour te plaindre, lui ai-je dit. La plupart craquent au 3e jour, a-t-il dit. Peut-être que je vais te surprendre, ai-je répondu, même si son sourire en coin disait qu'il n'y croyait pas. Ce soir-là, pendant que je préparais sa chambre, il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas encore demandé ce qui s'était passé lors de l'accident. Je me suis dit que tu m'en parlerais si tu en avais envie, ai-je dit. Il m'a raconté un voyage de ski en solo, une crête où il avait perdu le contrôle, un hélicoptère dans lequel il s'était réveillé et qu'il ne s'était pas tenu debout sans aide depuis. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais accepté ce poste, et quand j'ai dit que ce n'était pas une question d'argent, il a insisté. Parce que je sais ce que ça fait d'être jeté, ai-je dit. Quelque chose a traversé son visage. Une fissure minuscule dans un mur qui n'aurait pas dû en avoir. Le cadre de l'attachement de John Bowlby soutient que les ruptures précoces de confiance apprennent au système nerveux à se préparer à la trahison longtemps après la fin du danger. Et en voyant Ryan tressaillir devant sa propre honnêteté, je l'ai reconnu, parce que je faisais la même chose. Ne t'attache pas, m'a-t-il dit. Je ne fais ni gratitude ni amitié. Parfait, ai-je dit. Je ne fais pas les illusions. Il n'a plus rien dit, mais il ne m'a pas renvoyé, et ça m'a semblé être la première chose réelle qui m'était arrivée depuis des semaines. C'est arrivé la 5e nuit. Je n'étais pas censée être réveillée, mais le vent venu du lac faisait trembler les fenêtres depuis minuit, et quand je me suis levée pour fermer les stores, j'ai remarqué que la lumière était encore allumée dans la salle de sport de l'aile ouest, une pièce où Ryan ne laissait jamais personne entrer seul. Je me suis dit qu'il s'était endormi avec la télé allumée. Quelque chose de plus discret m'a quand même attiré dans le couloir. J'ai poussé la porte juste assez pour regarder, et ce que j'ai vu a tout arrêté dans ma poitrine. Ryan Hale était debout. Pas stable, pas sans aide, agrippé à des barres parallèles, les bras tremblants, de la sueur aux tempes, les jambes frémissant sous lui, mais debout, avançant d'un pas lent et délibéré à la fois. Il ne m'a remarqué que lorsque la porte a grincé, et son visage est passé de l'effort à la rage pure. « Qu'est-ce que tu fiches ici » a-t-il claqué.
J'ai entendu quelque chose, ai-je dit. Sors, a-t-il dit. Maintenant. Je n'ai pas bougé, et pas parce que j'étais figée. Quelque chose avait basculé dans ma poitrine. Il n'était pas sans espoir. Il cachait la seule chose qui aurait dû lui donner de l'espoir. Pourquoi garder ça secret ai-je demandé. Ses jointures ont blanchi sur les barres. Parce qu'à la seconde où les gens voient du progrès, ils attendent des miracles, a-t-il dit. C'est comme ça que fonctionne la déception, a-t-il ajouté d'un ton sec. J'ai vu les gens partir quand ils ont compris que je n'allais pas me lever de cette chaise pour redevenir celui que j'étais. Alors à la place, tu fais semblant qu'il ne reste plus rien ai-je dit. Tu ne comprends pas, a-t-il craché. Peut-être que si, lui ai-je répondu, en m'approchant comme on approcherait quelque chose de blessé et acculé. Je sais ce que ça fait quand on t'arrache ton avenir et qu'on attend de toi que tu souris au milieu des morceaux. Il m'a fixé, respirant fort, puis, lentement, il s'est rabaissé dans le fauteuil. Très bien, a-t-il marmonné. Ça reste entre nous, personne ne sait. Je suis ton rythme. Tu dis stop, on arrête. Tu dis continue, j'aide. D'accord, lui ai-je dit. Il m'a étudié et a dit « Tu n'es pas comme les autres ». Je n'essaie pas de l'être, ai-je répondu. Avant même que l'un de nous décide quoi que ce soit à voix haute, nous avions conclu un pacte qu'aucun de nous ne pourrait reprendre. Nous avons commencé les séances le lendemain matin, tôt, avant que Diane s'agite. Chaque pas qu'il faisait était un combat contre son propre corps, contrôlé, alimenté par la rancune et la mémoire musculaire. Et j'étais là pour aucune des raisons que nous avions imaginées l'un et l'autre. Pas pour l'encourager, pas pour pleurer sur lui, juste pour rester solide. Ça a commencé par une voix que je ne reconnaissais pas, grave, assurée, trop lisse, montant du salon ouest pendant que j'organisais ses médicaments. Je l'ai suivi et j'ai trouvé un homme d'une quarantaine d'années sur le canapé en cuir, une montre chère accrochant la lumière, un verre à la main qui n'était pas du jus. « Ryan, tu as une tête épouvantable », a-t-il ri. « Ravi de te voir aussi, Eric », a répondu Ryan, le sourire tendu. C'est comme ça que j'ai rencontré Eric Thorne, l'associé de Ryan, l'homme qui avait pris les commandes de Hale Nexus Technologies après l'accident. Quelque chose chez lui m'a donné la chair de poule avant même qu'il me parle. « C'est la nouvelle ?» a-t-il demandé quand je suis entrée avec le plateau de thé, les yeux glissant lentement sur moi, évaluateur. « Elle n'est pas là pour t'amuser, a dit Ryan, la voix soudain froide. C'est mon infirmière. La conversation a dérivé vers des fusions, des tensions avec les investisseurs, des contrats gouvernementaux, et j'ai essayé de me rendre invisible contre le mur. Puis un mot m'a glacé. L'anglais. Eric s'est penché et a baissé la voix. « Laura dit que son père est prêt à débloquer les fonds, a-t-il dit. Il faut juste que le paquet de contrôle soit transféré à la coquille. L'anglais capital l'absorbe, il a des contacts au conseil tech, entrée facile. » Ryan a regardé par la fenêtre sans rien dire. « J'ai déjà préparé les documents, a insisté Eric. « Je vais les examiner, a dit Ryan. « Ça fait des semaines que tu dis ça, a lâché Eric. Si on attend beaucoup plus, l'occasion se referme. » Je suis sortie avant qu'aucun des deux remarque depuis combien de temps je me tenais là, parce que l'anglais n'était plus le nom d'une inconnue pour moi. C'était le nom de la femme qui avait mis fin à mes fiançailles 16 jours avant mon mariage. Et d'une façon ou d'une autre, il se trouvait aussi au milieu de cette maison. Je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée avec ça jusqu'à ce que les pièces cessent de tourner. L'anglais capital. Laura Langlais qui poussait les fonds. Eric qui pressait pour une signature. Megan Langlais assise de l'autre côté d'une table de café face à Jason pendant qu'il me rendait ma bague. Ils essayaient d'arracher le contrôle de la société de Ryan pendant qu'il était encore en convalescence, et si Laura était impliquée, Megan ne pouvait pas être loin. Ce qui voulait dire que je n'étais pas seulement tombée sur un travail, j'étais tombée sur l'autre extrémité de l'emprise de la même famille. Les recherches du psychologue clinicien Aaron Antonovsky sur la résilience décrivent un sentiment de cohérence, la conviction que le chaos autour de toi est au moins compréhensible et survivable. Et pour la première fois depuis que Jason avait posé cette bague sur la table, j'ai senti ce fil de conviction revenir. Parce que pour une fois, le chaos avait une forme que je pouvais vraiment suivre. Si tu as déjà reconstitué une trahison, longtemps après que tout le monde t'a dit de passer à autre chose, tu sais qu'il y a un étrange soulagement à enfin voir sa forme entière. Et il y a d'autres histoires comme celle-ci, si c'est le genre de choses qui t'empêchent aussi de dormir. Ce soir-là, pendant que j'aidais Ryan à s'étirer, j'ai brisé le silence et je lui ai tout raconté ce que j'avais entendu. Nom, phrase, ton, le nom de Megan Langlais compris. Il est devenu très immobile. « Tu la connais ?» a-t-il dit. « Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle, lui ai-je dit. » Il a cligné lentement des yeux.
Jason Miller, a-t-il dit. Pas personnellement, a-t-il ajouté. J'ai entendu ce nom par Eric. Il a reculé du mur avec son fauteuil et m'a regardé durement. Tu suggères que mon associé et ton ex sont liés d'une façon ou d'une autre, a-t-il demandé. Je dis que ça fait trop pour être une coïncidence, ai-je répondu. Il n'a pas répondu pendant un long moment, et quand il a enfin parlé, il a seulement dit « Je vais examiner les documents ». J'ai essayé de ne pas me sentir écrasée par la petitesse de cette réponse. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre cette nuit-là, comme quelque chose en cage. Est-ce que je me trompais? Ou pire, est-ce que j'avais raison et personne dans cette maison n'allait jamais me croire face à un homme qui connaissait Ryan depuis avant l'accident? Le lendemain matin, pour la première fois depuis mon arrivée, Ryan a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Je l'ai ouverte et je l'ai trouvé dans son fauteuil avec un dossier sur les genoux. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a dit que j'avais eu raison. L'Anglais Capital n'investissait pas seulement, a-t-il dit. Les papiers transféraient les droits de décision et la propriété à une holding qu'Eric avait créée 2 mois plus tôt, enterrée sous des couches que personne ne penserait à vérifier. Je veux que tu m'aides à les arrêter, a-t-il dit, en me tendant le dossier comme s'il me confiait quelque chose de plus lourd que du papier. Tu es sûr? Lui ai-je demandé, après tout. S'ils pensent que je suis trop faible pour me battre, a-t-il dit, alors ils ont oublié qui j'étais avant de me briser. Le plan a pris des jours à construire. Chaque nuit, une fois le personnel silencieux, nous nous asseyions l'un en face de l'autre à la longue table en chêne du bureau, passant au crible les traces bancaires, les contrats et les emails que son avocat avait réunis. Ses mains tremblaient parfois d'épuisement, mais jamais sa voix. Je faisais plus confiance à Eric qu'à n'importe qui, m'a-t-il dit un soir. Il était là le jour où j'ai présenté ma première appli. J'ai laissé parler pour moi quand je ne pouvais plus parler pour moi-même. Et pendant tout ce temps, tu avais raison de faire confiance à ton instinct, lui ai-je dit. J'ai mis du temps à le faire, a-t-il répondu, mais je ne serai plus en retard. Une semaine plus tard, une réunion spéciale du conseil a été convoquée, et Ryan a laissé Eric croire que la signature arrivait enfin. Il l'a même remercié par email d'avoir si bien géré les choses. Le même après-midi, il a remis un costume pour la première fois depuis que je le connaissais, bleu nuit, impeccable, et il s'est entraîné à marcher 10 pas avec une canne, puis 15, puis 20. Je veux qu'ils le voient de leurs propres yeux, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis la nuit dans la salle de sport, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Nous sommes arrivés 15 minutes en avance, dans un bâtiment tout en verre et chrome, et beaucoup trop silencieux. Et les têtes se sont tournées dès que Ryan est entré à côté de moi, la mâchoire serrée, les pas mesurés mais fermes sur sa canne. Le travail de la chercheuse Brené Brown sur la vulnérabilité appelle exactement ce genre d'exposition du courage, pas de la faiblesse. Un choc a traversé la salle du conseil comme un courant. Eric était assis en bout de table. Laura Langlais était à côté de lui dans un tailleur gris tourterelle, les jambes croisées, les lèvres peintes comme une peinture de guerre. Et près d'elle, Jason, plus petit que dans mon souvenir, toujours suffisant mais usé sur les bords, comme quelque chose d'emprunté qu'on n'avait pas rendu correctement. « Tu marches ?» a dit Eric, comme une accusation. « Pas parfaitement » a répondu Ryan, « mais assez. » Il ne s'est pas assis au bout opposé de la table. Il a marché droit jusqu'à la place principale, a regardé Eric dans les yeux et a dit « Cette réunion est désormais sous mon autorité, et je vais commencer par ceci. » Il a ouvert le dossier et étalé chaque trace falsifiée, chaque clause détournée, chaque preuve qu'Eric avait essayé de livrer Hale Nexus Technologies à une société écran possédée par l'Anglais Capital. Laura n'a pas scié. Jason a bougé sur son siège comme si la chaise avait rétréci. « Tu ne peux pas prouver l'intention », a marmonné Eric, la couleur quittant son visage. « Je n'en ai pas besoin », a dit Ryan. « Je dois seulement prouver un manquement au devoir fiduciaire, ce que je viens de faire. » Le directeur juridique s'est levé et a demandé si Ryan voulait demander un vote de défiance immédiat. « Oui », a dit Ryan, « avec effet immédiat. » Laura s'est levée la première, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques », a-t-elle dit. « Oh si », a répondu Ryan, calme comme tout. Une femme qui se cache derrière le nom de son père et un homme qui vend tout pour un raccourci. « Et ton infirmière ?» a-t-elle craché en se tournant vers moi. « C'est ma cofondatrice maintenant », a dit Ryan, en me regardant droit dans les yeux. « C'est grâce à elle que je suis debout ici. » Le conseil a voté et le vote a été unanime. Eric a été écarté. Les contrats ont été annulés. Le contrôle est revenu entièrement à Ryan, et quelque part au milieu des cris et des chaises qu'on repoussait, Jason n'a pas croisé mon regard une seule fois. Quand la salle s'est enfin vidée, Ryan et moi sommes restés là, juste tous les deux, la longue table couverte des débris du plan de quelqu'un d'autre.
Il s'appuyait lourdement sur sa canne, respirant vite, mais ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais pas revue depuis la salle de sport. Tu l'as fait, lui ai-je dit. Non, a-t-il répondu. Nous l'avons fait. Puis il a souri, largement, pleinement, réellement. Rien à voir avec la chose serrée et méfiante qu'il m'avait offerte le premier jour. Les travaux de 1993 du criminologue Robert R. sur les personnalités manipulatrices auraient eu un nom pour exactement ce qu'était Eric. Et en regardant son visage se vider de sa couleur à cette table, j'ai compris à quel point il avait failli s'en tirer. J'ai réalisé, debout dans cette salle du conseil vidée, qu'il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers vrais pas ce jour-là. Les semaines ont passé, et la demeure a cessé de ressembler à un mausolée. Les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps. Le jardin, autrefois sec et envahi, a recommencé à respirer. Ryan avait encore des jours difficiles. Il se raidissait encore contre la douleur certains matins. Mais l'amertume qui suivait autrefois chacun de ses pas avait commencé, lentement, à se dissiper. La mienne aussi. Le mariage que je n'avais jamais eu, j'ai cessé d'en faire le deuil. Le nom que j'avais presque pris, je l'ai laissé partir complètement. J'ai recommencé à lire, à faire de petites boucles en courant sur le sentier privé derrière la maison, à rire sans culpabilité, ce qui me semblait plus étrange que ça n'aurait dû après tout ça. Ryan tenait à cuisiner un soir par semaine, même s'il brûlait le riz presque à chaque fois, et insultait la cuisinière comme si elle lui devait quelque chose de personnel. Je le laissais faire. Je m'asseyais à l'îlot de la cuisine, les jambes repliées, à le regarder perdre un combat contre une poêle, et c'est devenu notre rituel, petit, tacite, entièrement à nous. Un soir, il m'a tendu un plat que je n'arrivais franchement pas à identifier, et a dit « Si ça te tue, je veux que ce soit consigné. » « Tu auras la société dans le testament », ai-je répondu d'un ton sec, et il s'est arrêté plus longtemps que prévu. « En fait, non, a-t-il dit. Je l'ai transféré dans une fiducie, une qui t'inclut. »« Quoi ?» ai-je dit. « Je ne te donne pas la société, a-t-il dit doucement, mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de meilleur avec toi que tout ce que j'ai construit avec n'importe qui d'autre, et je veux que tu fasses partie de ce qui vient ensuite. » Je l'ai fixé. « Ryan ?» ai-je commencé. Et il a glissé la main dans sa poche, puis en a sorti une petite boîte noire avant que je puisse finir. « Avant que tu dises quoi que ce soit, a-t-il dit vite, tu n'as pas à répondre aujourd'hui, ni même cette année. Je sais que je réapprends encore à être une personne, et je sais que tu n'as pas signé pour ça quand tu as accepté ce poste. » Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague, de l'or simple, un petit saphir au centre, rien à voir avec le bijou de famille que Jason avait repris par-dessus une table de café. « J'aimerais quand même te le demander, a-t-il dit d'une voix basse. Est-ce que tu envisagerais de marcher sur cette route avec moi ? Pas parce que j'ai besoin d'être sauvée, parce qu'avec toi, je me rappelle qui je suis. Je n'ai pas pleuré, même si j'ai cru que ça allait arriver. Ce que j'ai ressenti à la place était plus stable que ça, une impression d'arrivée, comme si j'avais traversé la partie la plus sombre de la forêt et trouvé, au lieu d'un château, une clairière, un endroit calme où respirer vraiment à nouveau. J'ai pris la bague et l'ai glissée à mon doigt. Je ne dis pas oui, lui ai-je dit en souriant. Mais je ne dis pas non. Ça te ressemble exactement, a-t-il dit en riant. Nous n'avons rien précipité après ça. Pas de grande annonce, pas de titre dans la presse, juste plus de matin, plus de progrès, 10 pas devenant 100, puis un demi-mile tout seul. J'ai obtenu ma certification pour ouvrir mon propre cabinet privé ce même mois. Nous avons embauché plus de personnel. Je suis restée dans cette maison, mais elle a cessé de ressembler à la sienne. Elle a commencé à ressembler à la nôtre. Jason a envoyé un message une fois, 2 lignes, demandant si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Parce que la vérité, c'est que j'avais déjà reçu tout ce que cette rupture me devait. Une leçon, un détour, et une porte vers une vie que je n'aurais jamais osé imaginer pour moi. Ryan a complètement arrêté d'utiliser le fauteuil cet automne-là. Le jour de son anniversaire, nous sommes montés le long de la côte, juste nous deux, et il a marché à côté de moi sur la plage au coucher du soleil, le sable collé à nos pieds, le vent assez vif pour piquer. À un moment, il a regardé l'eau et m'a demandé si je pensais qu'on redeviendrait un jour ce que nous étions avant tout ça. J'ai secoué la tête. J'espère que non, ai-je dit, parce que ceux que nous sommes devenus sont meilleurs. Il n'a pas répondu. Il a simplement pris ma main et ne l'a pas lâchée. Ce que j'ai fini par comprendre, en repensant à cette année-là, c'est que le traumatisme de trahison ne t'apprend pas seulement qui craindre. Il peut aussi t'apprendre, lentement et contre ta volonté, à quoi la vraie confiance est censée ressembler quand tu finis par te tenir à côté d'elle. Jason m'a appris à quoi ressemblait l'abandon de l'intérieur.
Ryan, sans jamais le vouloir, m'a appris que les personnes pour lesquelles il vaut la peine de rester sont celles qui te laissent les voir au pire et ne te demandent pas de détourner les yeux. L'attachement ne guérit pas parce que quelqu'un promet qu'il est différent. Il guérit dans de petites preuves répétées, une porte tenue, un dîner de riz raté partagé, une main qui ne lâche pas sur une plage froide. Si tu as déjà dû reconstruire la confiance à partir de rien après que quelqu'un l'a brisée, j'espère que ça t'a rappelé que la reconstruction est souvent la partie dont personne ne te prévient qu'elle est même possible. Reste près d'ici si tu veux d'autres histoires de femmes qui ont trouvé la force de recommencer.